Je voudrais essayer de vous exposer la manière dont j'ai ressenti dans ma jeunesse la vision de la science que m'a communiquée Frédéric Joliot. Dans mon adolescence, ma jeunesse d'étudiant, jeunesse de jeune chercheur, j'ai beaucoup communiqué avec mon père, doué d'un esprit de contradiction assez violent. Ces discussions étaient animées, parfois violentes, et curieusement, le seul domaine dans lequel je suivais généralement l'opinion de mon père, c'était quand il exprimait ses vues sur la recherche. Ceci est tellement vrai qu'effectivement, les vues de mon père sur la recherche m'ont fortement influencé, à tel point qu'après 65 années de pratique de ce métier, il m'est parfois difficile de distinguer quelles sont les idées que m'a communiquées mon père et quelles sont mes propres idées. Et mon témoignage de ce point de vue est donc suspect. C'est mon point de vue, mais ce n'est pas un témoignage historique que je vais vous présenter. Pour la petite histoire, je dirais que mon seul point d'opposition dans ce domaine de la recherche était ce magnifique établissement, le Collège de France. J'ai passé toute ma jeunesse, y compris ma jeunesse de chercheur, à tenter de démontrer à mon père qu'il était absurde d'être professeur au Collège de France. Et comme mon père avait un attachement viscéral au Collège de France, cela le mettait dans des colères assez particulières. Il avait un esprit très contestataire, mais le Collège de France était quelque chose de sacré. Mon argument principal est qu'il était absurde d'être dans un établissement sans étudiants. Nous avons beaucoup échangé sur ce sujet et il m'a fallu une trentaine d'années, lorsque j'ai eu l'honneur d'être élu dans cette maison, pour que je change d'avis, montrant par là même peut-être un certain manque de stabilité dans mes convictions. Je dois dire, ce qui m'a définitivement convaincu, très paradoxalement, ce sont les visites que je redoutais particulièrement, où j'ai été mis en contact avec un ensemble de personnalités tout à fait fascinantes, complètement éloignées de mes sujets de préoccupation, et j'ai mieux compris le caractère exceptionnel de cette maison, qui enseigne tout. Je ne parle pas latin, mais vous voyez mon allusion. Et je pense que ce colloque, qui est organisé par un professeur de littérature française et deux scientifiques, témoigne totalement de l'esprit du collège, et je suis sûr que mon père aurait été très heureux d'y participer. Pour mieux comprendre la conception de la recherche de mon père, je pense qu'il faut faire un peu d'histoire. Mon père est né dans une famille de moyenne bourgeoisie. Il a fait des études honorables au lycée Lacanal. Il a manifesté très tôt un intérêt pour la science, mais je pense que sa véritable passion était le football. Il me montrait toujours avec beaucoup de plaisir un petit entrefilet de journal dans lequel on lisait qu'une équipe représentant la France avait été invitée en Angleterre et que s'y était distingué un jeune avant particulièrement brillant, Frédéric Joliot. Une maladie providentielle l'a écarté des stades à la fin de ses études et lui a permis d'améliorer, de se consacrer plus complètement à ses études. Il a à ce moment-là décidé de devenir ingénieur et a choisi l'école de physique et chimie industrielle de Paris. Je rappelle qu'à cette époque, cette école, il y avait une année de classe préparatoire, mais on pouvait avoir accès à cette école sans avoir le second baccalauréat. Mon père entre à l'école de physique et chimie, et je pense que cette école a eu un rôle absolument essentiel dans la carrière future et dans les conceptions sur la science de mon père. Premièrement, le directeur des études, futur directeur, était Paul Langevin, dont nous avons beaucoup parlé ici,
qui a été réellement, on peut dire, le maître à penser de mon père dans le domaine scientifique. Je pense qu'il a été également l'élève préféré de Paul Langevin, et également son maître à penser dans un domaine qui est celui des relations entre un savant et la société. Donc le rôle de Langevin est essentiel dans la vie de mon père. Le second point, c'est que c'est une école où ce que nous appelions à l'époque les travaux pratiques avaient une importance capitale, et je pense que mon père à cette époque a développé un plaisir et une attirance pour le caractère artisanal de la recherche scientifique, et ceci indépendamment de son intérêt conceptuel. J'ai pu mesurer dans la dernière année de la vie de mon père cet intérêt pour le caractère artisanal de la science. La dernière année de la vie de mon père, il était malade et il était confiné, si je puis dire, dans sa maison de Sceaux. Et à cette époque, il y avait une affaire judiciaire très célèbre qui était l'affaire Marie Bénard, qui était accusée d'avoir empoisonné de nombreuses personnes à l'arsenic. Mon père a été nommé expert, même super expert, parce qu'il y avait eu des difficultés avec les experts précédents. Il a accepté et il a monté au dernier étage de sa maison un petit laboratoire, et il a entrepris d'effectuer lui-même l'expertise en développant une méthode de mesure de dosage de l'arsenic dans les cheveux par une méthode d'activation. Et très honnêtement, je crois qu'il a fait un très bon travail, mais il s'est absolument passionné pour ce travail. Je m'abstiendrai, pour des raisons que vous comprenez, de donner aucune conclusion de ce travail, mais moi, déjà jeune chercheur, je m'étonnais que mon père puisse se passionner pour un sujet dont les conséquences sur le plan conceptuel me paraissaient quand même limitées. Eh bien, maintenant, je comprends mieux, car si à 86 ans, je continue à pratiquer des expériences, ce n'est pas pour la grandeur de la science, ni pour l'avenir de ma carrière, c'est simplement lié au plaisir physique que j'ai à pouvoir continuer à pratiquer ce métier. Donc, mon père termine brillamment l'école de physique et chimie. Il était dans la promotion des physiciens. Il fait un stage dans une usine sidérurgique à l'Arbed. Et à ce moment-là, probablement dû à sa passion, mais également à l'influence de Langevin, il décide finalement de s'orienter vers la recherche. Et en 1924, il est recruté comme préparateur particulier de Marie Curie, très certainement sur la recommandation de Langevin. Et là, mon père se trouve confronté à un monde qui, je pense, lui était totalement étranger. Marie Curie faisait partie d'un groupe d'universitaires très particulier qui s'était formé au début du XXe siècle. Et ce groupe, il y avait quelques analogies avec le Collège de France de ce point de vue-là, comportait de nombreux scientifiques comme Borel, Morin, Jean Perrin, Pierre et Marie Curie, Langevin, et également des historiens comme Seignobos et Pagès, un professeur de chinois au Collège de France, Chavannes. C'était un monde très ouvert qui s'était regroupé probablement autour de l'affaire Dreyfus pour la défense de Dreyfus. Et ce groupe a finalement décidé de s'organiser pour passer ses vacances ensemble dans un lieu particulier en Bretagne d'Or, l'Arc-Ouest, plus tard nommé Sorbonne-Plage. Et donc ce groupe et les enfants de ce groupe ont formé une espèce d'ensemble très particulier, une tribu très isolée du monde extérieur. Cette tribu avait ses codes, ses traditions, pratiquait avec une énergie totale tous les sports possibles et disponibles à l'époque, le bateau, la nage, le tennis, le ski, le canoë.
Et c'était un ensemble très intéressant. On peut cependant s'étonner qu'un groupe de personnalités aussi orientées sur le progrès social ait pu former, sans s'en rendre compte, un ensemble isolé et terriblement élitiste, et dans lequel il n'était pas facile de pénétrer, c'est le moins qu'on puisse dire. Mon père s'est trouvé confronté à cette situation qui s'est, si je puis dire, aggravée par le fait que Marie Curie a pensé que le mieux était de le confier à une de ses meilleures collaboratrices, qui n'était autre que ma mère. Ma mère était un peu plus âgée que mon père. Elle allait passer sa thèse 1 an après l'entrée de Frédéric Joliot dans le laboratoire. Et je crois que les premiers contacts entre mon père et ma mère ont été pour le moins un peu difficiles, à tel point que mon père a même envisagé de quitter immédiatement ce laboratoire insupportable. Comme après quelques semaines, il était toujours présent, son ami Bicard s'est étonné et il a expliqué qu'à ce moment-là, Irène Curie, sous son aspect froid, réservé, dissimulait en fait beaucoup de sensibilité, beaucoup de poésie, c'est-à-dire qu'il a su en quelque sorte percer cette espèce d'armure qui protégeait ma mère, et très rapidement leur collaboration est devenue extrêmement étroite et a été beaucoup plus loin évidemment qu'une collaboration, puisqu'ils se sont mariés 2 ans après, en 1926. Il a fallu aussi que mon père fasse, si je peux me permettre, de la conquête de Marie Curie, ce qui n'était pas difficile, car au début, elle était un peu réticente à voir sa principale collaboratrice lui échapper. Je crois que mon père a tout à fait réussi dans ce domaine, et très rapidement, Marie Curie a porté un jugement définitif sur mon père, qui peut se résumer en ces termes: ce garçon est un véritable feu d'artifice, qui témoignait effectivement son intronisation dans ce groupe un peu particulier. En fait, mon père s'est relativement facilement imposé à la génération ancienne, en particulier Jean Perrin, Paul Langin, bien sûr, qui lui était totalement acquis, et Marie Curie. Il a eu certainement un peu de difficulté, plus de difficultés avec les plus jeunes. Et mon père me disait toujours que c'est lorsqu'il a passé sa thèse en 1930 que Pierre Auger et Francis Perrin sont venus le voir en lui disant « Ben dis donc, c'était vraiment bien », ce qui, de la part de ces 2 physiciens, témoignait d'une reconnaissance certaine. À ce sujet, je rappellerai une anecdote que mon père me rappelait souvent. Lorsqu'il a dû d'abord passer son second baccalauréat, puis une licence de physique. Lors de la licence de physique, il a présenté à l'oral une copie particulièrement brillante, et le titulaire de la chaire, Aimé Cotton, grand physicien et personnage tout à fait agréable et très impressionné, il convoque même certains de ses élèves pour assister à l'oral de mon père. Cet oral est brillant, Cotton le félicite et termine en lui disant, avec tristesse, « Quel dommage que vous n'ayez pas fait l'école supérieure, vous n'avez aucune chance dans l'enseignement supérieur. » C'est une phrase qui a marqué définitivement mon père, et bien qu'il était entré dans un milieu totalement, si j'ose dire, dominé par les normaliens, et qu'il a été accepté par ce milieu, il a toujours gardé une certaine distance et une certaine réserve par rapport à ces produits des grandes écoles qui, évidemment, disposaient d'un espèce de bénéfice de fait qui lui paraissait injustifié. Il m'a un peu communiqué cette méfiance. J'ai fait des études à la faculté. Je pourrais dire que c'est la raison pour laquelle j'ai fait des études à la faculté. Je pense qu'il serait plus honnête de ma part de reconnaître que je n'en avais pas les capacités intellectuelles, je n'aurais pas eu les capacités intellectuelles d'entrer dans une grande école, donc je m'abstiendrai de remarques personnelles, plus personnelles, sur ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est que mon père a intégré finalement les valeurs essentielles
de ce groupe très particulier, et en tout premier lieu, l'attitude, l'importance d'une recherche fondamentale, d'une recherche de connaissances totalement dégagée de toute idée d'application à court ou moyen terme. C'était vraiment le credo de ce groupe. C'est quelque chose que mon père a totalement intégré, tout en restant convaincu et extrêmement attiré par la recherche appliquée et même la recherche industrielle qu'il plaçait au même niveau. Ce n'était pas un ordre d'importance. Il considérait que ces trois formes de recherche étaient indispensables, mais que la recherche fondamentale devait être définitivement totalement libre. Ce qu'il a ajouté à ce concept, qui était le concept dominant dans ce groupe, c'est qu'il considérait la recherche comme une activité artistique. Mon père a toujours été fasciné par tous les métiers artistiques, et il écrivait « Les mobiles qui conduisent l'artiste et le savant, ainsi que les qualités de pensée et d'action exigées sont les mêmes. Ceci définit totalement l'attitude de mon père vis-à-vis de la recherche. C'était un métier créatif, un métier artistique. » Il m'a toujours enseigné aussi que la recherche était un jeu passionnant. C'est quelque chose que je mesure pleinement depuis que je suis à la retraite, parce que malheureusement, durant une grande partie de ma vie scientifique, j'ai eu d'autres préoccupations que le jeu scientifique a mené, et je pense que la même chose, bien sûr, est arrivée à mon père. Donc, cette indépendance de la recherche fondamentale, pour lui, et cette liberté de la recherche fondamentale est essentielle. Il écrit « Les laboratoires de recherche fondamentale doivent s'efforcer d'accroître nos connaissances sans que le choix du sujet de recherche soit dicté par un souci d'application industrielle. Toute connaissance nouvelle a tôt ou tard des applications pratiques. Il justifie ainsi l'effort que l'État doit faire financièrement pour la recherche fondamentale, parce qu'à long terme est une notion qui disparaît un peu de notre société actuellement. À long terme, c'est également une recherche, on pourrait dire, rentable. Il a même dans ce domaine une position qu'on pourrait qualifier de presque intégriste et qu'il considère lui-même comme paradoxale. Il écrit « Il serait préjudiciable pour la recherche fondamentale que le prolongement vers la recherche appliquée s'effectue par les mêmes savants. » Personnellement, je pense que là, il va, de mon point de vue personnel, trop loin, d'autant plus qu'il a donné lui-même un contre-exemple dans ce domaine, puisqu'après la découverte de la recherche de la radioactivité artificielle, il s'est lancé avec passion dans le domaine des applications par rapport, par exemple, à la biologie de la radioactivité artificielle. Je considère aussi que ses travaux sur la mesure du nombre de neutrons émis lors de la fission avec Alban, Kowarski et Perrin est un travail de recherche appliquée. Et je pense que, de mon point de vue, cette phrase traduisait cette nécessité absolue de garder une liberté à la recherche, et je ferai remarquer que dans les temps présents, on s'éloigne de plus en plus de ce concept. Nous avons actuellement de plus en plus une recherche sur projet. Je considère qu'une recherche fondamentale sur projet risque d'être à la fois une mauvaise recherche fondamentale et une mauvaise recherche appliquée. J'évoquerai maintenant quelque chose qui est très important pour moi, c'est l'attitude de mon père dans la science vis-à-vis de la compétition. La compétition est l'élément dominant de nos sociétés actuelles et elle a totalement et complètement pénétré, à mon avis, dans le monde de la recherche. C'est intéressant parce que mon père était essentiellement un compétiteur. Il était né compétiteur, ce que moi, je n'ai jamais été. Et néanmoins, sa vision de la recherche comme activité artistique l'a totalement protégé, de mon point de vue, contre les défauts inhérents à cet esprit de compétition, car il avait parfaitement compris que la compétition ne stimule pas la créativité. Des artistes comme des peintres, des écrivains
ou des musiciens ne sont pas stimulés par la compétition. De ce point de vue, il rejoint totalement Einstein. Je remercie ma sœur de m'avoir communiqué ce texte et je vous en donne une traduction libre en français. Einstein écrit « L'intérêt d'un étudiant doit être stimulé non par la compétition qui encourage principalement le culte de l'ego, mais en éveillant la forme de plaisir que représente un travail créatif. » C'est dire à quel point la pensée d'Einstein sur ce point était extrêmement proche de la pensée de mon père. Encore une fois, ces propos sont très loin de la réalité actuelle et je pense personnellement que c'est un point sur lequel il va falloir lutter. Je me permettrai de donner dans ce domaine, d'illustrer cette attitude de mon père par mon cas personnel. Lors de mes études primaires et secondaires, j'ai été un élève très médiocre. J'ai une contestation avec ma sœur qui me prétend que j'étais simplement médiocre. Moi, je pense que j'étais très médiocre. Premièrement, je n'ai jamais reçu, ni de mon père ni de ma mère, aucune remarque laissant entendre que, compte tenu de mes origines, je me devais d'être un très bon élève ou même un bon élève. Seuls mes enseignants m'ont souvent reproché ma médiocrité à ce titre, ce que je supportais très mal. Ce n'était pas leur problème, c'était le mien. Plus curieusement, si ma mère, qui était quelqu'un de raisonnable, se permettait de temps en temps de me dire qu'un peu plus de travail de ma part serait de bonne aloi, mon père était essentiellement préoccupé que je ne développe pas, vis-à-vis de ma sœur ici présente, des complexes, car ma sœur, à l'opposé de moi, était une élève hyper brillante, première partout, y compris en gymnastique, je tiens à le dire. Mon père ne se rendait pas compte à quel point mon immense paresse me protégeait contre tout complexe. Et en fait, j'avais même, je le dis franchement, une certaine admiration pour ma sœur. Comment faisait-elle pour effectuer un travail raisonnable qui lui permettait d'obtenir des résultats brillants sans sembler en souffrir particulièrement? Donc, ceci témoigne simplement que cette vision, les seuls reproches violents que j'ai obtenus de mon père sur mon absence d'esprit de compétition était mon comportement sur un court de tennis qui le mettait absolument hors de lui, car là, vraiment, mon absence d'esprit de compétition m'handicapait d'une manière définitive. J'évoquerai maintenant un autre aspect de la vision de mon père, et qui est intéressante, bien sûr, dans un colloque consacré à Einstein, c'est les rapports de mon père avec la théorie. Mon père était avant tout un expérimentateur. Il a vécu une phase extraordinaire de la physique, qu'on appelait physique nucléaire à l'époque, et cette phase était caractérisée par une profusion d'expérimentateurs de génie, de théoriciens de génie, qui ont su associer leurs efforts. Et on peut dire que les congrès Solvay, mes parents ont participé à un congrès Solvay en 1933, les congrès Solvay symbolisaient parfaitement cette association entre des personnalités et des modes de pensée très différentes qui associaient donc grands expérimentateurs et théoriciens. Pour mon père, Paul Langevin était l'homme idéal, celui qui était capable de faire le pont entre la théorie et l'expérience. Il l'a montré dans sa carrière, il l'a montré dans toutes ses attitudes vis-à-vis des autres physiciens français à l'époque. Donc mon père avait une très grande estime pour la théorie. Je crois qu'il l'a exprimé dans le texte que nous avons entendu en tout début de ce colloque. Et par contre, je dirais que mon père avait une très forte réserve par rapport à l'école théorique française. Et là, on reviendra peut-être à son opinion sur les grandes écoles. Il pensait que la prédominance totale des mathématiques dans l'enseignement des
classe préparatoire de l'époque, vers l'école normale ou l'école polytechnique, représentait un handicap. Il pensait que les grands théoriciens étaient par définition des gens qui étaient capables en permanence de sauter de l'abstraction mathématique à des vues intuitives, qui devaient être capables de dialoguer avec des expérimentateurs, et c'est bien ce qu'il avait pu mesurer pendant tout le début de sa carrière. Alors là, je me permettrai une anecdote personnelle qui va vous paraître ridicule, mais qui traduit bien cette situation. À la fin de mes études de biologie, j'ai décidé de passer un certificat de physique générale. D'abord, typique de l'esprit français, tout le monde m'a dit « tu n'as pas fait mathématiques générales, tu n'as aucune chance de pouvoir faire un certificat de physique ». J'ai passé outre et, ma foi, j'ai appris les mathématiques dont j'ai besoin. Et à un moment, je me forme moi-même un problème d'électrostatique élémentaire que je n'arrive pas à résoudre. Je m'adresse à mon père, il passe 1 heure dessus, et au bout d'1 heure, très vexé, il dit « Je n'arrive pas à résoudre ton problème ». Mon père était horriblement vexé parce qu'il avait un très fort ego. Mais, et c'est pourquoi je me permets de vous raconter cette histoire, il est parti dans son laboratoire et il a posé cette question aux chercheurs de son laboratoire, théoriciens ou non théoriciens, ce qui prouve que, en dépit de sa stature et de son importance, il était capable de dire, y compris aux plus jeunes chercheurs, « Je ne suis pas capable de résoudre un problème d'électrostatique élémentaire ». J'ai vu mon père revenir très satisfait, je n'en cache pas, parce qu'aucun de ses élèves n'avait été capable de résoudre son problème. Et je ne cache pas que ça lui a donné une très forte satisfaction. À ce moment-là, coïncidence extraordinaire, Félix Weisskopf, théoricien dont il me vantait toujours, me donnait toujours comme exemple justement ce caractère pour lui de vrai théoricien, le visite dans sa maison de Sceaux, et comme j'étais présent, mon père dit « Pose donc ton problème à Weisskopf ». Weisskopf m'écoute, je prends un crayon, pendant 10 minutes, je lui explique avec des petits dessins mon problème. Weisskopf me regarde, prend la parole, il ne prend pas le crayon, et en 3 phrases m'explique que j'avais introduit dans mon problème une absurdité, que mon problème était absurde, mais il ne me l'a pas dit, comme c'était un homme très gentil. Avant qu'il ait terminé, j'avais compris que la question ne se posait pas, mon problème était insoluble parce qu'il était absurde. Mais, cela dit, Weisskopf n'a pas pris plus d'1 minute pour saisir où était la faille dans mon raisonnement, ce que ni mon père, ni aucun des chercheurs qui l'a consulté n'a été capable de comprendre. Victor Weisskopf, je m'excuse. Je fais toujours l'erreur et je suis désolé. Bien sûr, merci de cette correction. Je terminerai en évoquant une préoccupation qui est devenue de plus en plus prégnante à la fin de la vie de mon père. Mon père a contribué très fortement au développement de la physique lourde en France et création du commissariat à l'énergie atomique. Il a, après ma mère, pris en charge le développement du nouveau laboratoire de physique nucléaire d'Orsay. Et progressivement, un problème s'est posé pour lui. Il s'est rendu compte que tout ce qu'il aimait dans la recherche, il se plaisait à me rappeler toujours que la découverte de la radioactivité artificielle, c'était 1 ou 2 jours de travail, ça se passait sur une table en bois, et que la physique lourde l'éloignait en quelque sorte de la conception de la recherche telle qu'il avait aimé la pratiquer. Ces discussions, d'ailleurs, ont eu une certaine influence dans mon choix de ma discipline scientifique. Donc, c'était une préoccupation qui lui paraissait importante. Il écrit, lors de l'inauguration du laboratoire de physique nucléaire, « Le chercheur ne se sent plus libre de procéder par rature comme autrefois,
expérimentée avec peu de chances de succès, simplement pour voir, présente maintenant de réelles difficultés, et pourtant la découverte n'est-elle pas toujours une surprise? Dans une transition de l'échelle artisanale à l'échelle industrielle, il me semble indispensable d'être conscient de ces dangers et de trouver des conditions d'utilisation qui n'étouffent pas la personnalité des chercheurs. On ne peut faire d'œuvre originale à la chaîne. Je crois qu'il pose, de mon point de vue, un des problèmes essentiels de la science moderne. Personnellement, il y a une vingtaine d'années, j'ai eu l'occasion de participer à une conférence avec Maurice Jacob où nous étions tous les deux chargés d'exposer nos vues sur la recherche. L'intervention de Maurice Jacob m'a beaucoup intéressé, c'était donc un grand physicien du CERN, et il a expliqué la préoccupation permanente qu'ils avaient, comment, dans un système extraordinairement coûteux, avec des programmes de réalisation à très longue échéance, comment ils essayaient d'introduire des fenêtres de liberté, je dirais presque dans mon langage simple, d'absurdité, de glisser quelques possibilités de sortir d'une recherche programmée. J'ai toujours pensé qu'une recherche programmée, par définition, elle ne peut programmer que ce qu'on sait déjà. Et quand faire une expérience pour voir coûte quelques milliards et prend 3 ou 4 ou 10 ans, je conçois qu'il soit difficile de l'accepter dans une société actuelle. Or, ce problème qui a d'abord touché la physique lourde, elle s'infiltre progressivement dans tous les domaines de la science, y compris la biologie. À la fois le facteur temps, qui est un facteur extrêmement inhibant pour moi, pour la créativité, et le facteur des coûts. Et ceci est aggravé par les modes d'évaluation de la recherche actuelle, modes d'évaluation sur programme qui, par définition, s'adaptent beaucoup mieux à cette science non créative, programmée à l'avance. J'ai constaté à la fin de ma carrière de directeur qu'il était plus facile d'obtenir de l'argent pour un programme très ambitieux dont personnellement j'étais à peu près persuadé que les chances de réussite étaient très faibles, mais qui se dissimulaient derrière des supposées applications la plupart du temps irréalistes, que d'obtenir de l'argent dans des domaines beaucoup moins coûteux, mais où, bien sûr, personne, à commencer par le chercheur concerné, n'avait la moindre possibilité d'essayer de définir ce qu'il allait trouver, et encore moins à quoi allait servir ce qu'il allait trouver. Alors, beaucoup de chercheurs, et je pense que c'est quelque chose qui s'est produit dans le monde de la physique, la méthode, c'est de choisir des disciplines un peu moins coûteuses et un peu plus rapides. Je me permets de penser que la physique quantique est un exemple qui, malheureusement, est en train de devenir intermédiaire, mais ce n'est pas l'échelle des grands accélérateurs. Le succès du développement de la physique de la matière molle, pour moi, est une illustration de ce désir de beaucoup de physiciens de se dégager de cette pression et de retrouver cette joie initiale d'une recherche libre et non programmée. Néanmoins, mon problème personnel, c'est que j'ai peur que ces pans, et je ne parle plus uniquement de la physique, je m'étends à tous les domaines de la science, ces espaces de liberté se rétrécissent de plus en plus. Je pense donc qu'en ce qui concerne les jeunes chercheurs, il y a un combat et une réflexion à mener. Le combat, c'est essayer d'inverser cette tendance irrépressible vers la programmation, vers une recherche sur projet, tout au moins en ce qui concerne la recherche fondamentale. Et c'est un combat qui est extrêmement difficile à mener dans le monde actuel,
qui est entièrement focalisé sur le court terme, et ceci ne concerne pas seulement la science, mais à mon avis, toute la société. Le deuxième point, qui n'est pas plus facile, c'est une véritable réflexion exactement du type que celle que j'ai entendue dans la bouche de Maurice Jacob, comment face à des réalités qui est que, effectivement, dans beaucoup de domaines, la science, la recherche va devenir une activité de plus en plus coûteuse et de plus en plus douée d'une inertie de plus en plus grande, qui se traduit par des périodes de temps de plus en plus grandes. Comment préserver dans ce monde un espace suffisant de créativité, de plaisir de la recherche? Mon père, dans ses derniers textes qu'il a écrits, était optimiste sur ce sujet. Et personnellement, je pense que c'est aux jeunes chercheurs d'aujourd'hui de tenter de lui donner raison.